Voilà, Eli Mondonga, bienvenue. Merci. Bonjour, Monsieur David. Bien portant. Oui. Vous êtes analyste politique. Oui, confrère un peu. Voilà, aussi journaliste. Ouais. L'actualité reste dominée hein, par, par beaucoup des réactions quant à ce qui concerne la sortie médiatique de Joseph Kabila Kabange. Et vous, comment vous avez trouvé ce discours? Je l'ai suivi un peu comme tout le monde. La première de réaction en tant qu'analyste a été très décevante de voir d'abord la compréhension qui a suivi ces discours-là. Comme toujours hein, dans l'actualité au Congo, on est enfermé par l'interprétation politique qui est très très partisane. Moi j'étais vraiment déçu de la récupération, ça c'est une première chose. Récupération politique. Récupération politique en effet. Donc les gens, selon qu'ils appartiennent à un cas ou à un autre, n'ont pas vraiment décrypté le discours comme moi je l'attendais. La deuxième des choses, je pense que on s'est trompé sur l'interprétation parce que moi je crois que l'ancien président n'a pas parlé au peuple congolais. Il n'a pas à qui? Il a parlé à la classe politique. Il a parlé sous deux casquettes. Il a parlé premièrement comme chef d'un parti politique de l'opposition ou de la résistance, chacun choisira son mot. Et deuxièmement, il a parlé comme un chef militaire. Et dans tous les deux registres, il ne s'est pas adressé au peuple, parce que quand vous regardez la proposition sur 12 points, le peuple n'a pas une partition à jouer là-dedans. C'est un appel, à mon avis, c'est un appel à l'élite politique, spécialement de l'opposition. Et moi, j'ai senti un homme qui a besoin de devenir un chef de file de l'opposition avec, en effet, une proposition de solution pour la sortie des crises. On en parlera peut-être, je dirais, un mot, un avis personnel sur ces propositions-là et voir si ça peut nous garantir la paix d'ici 20 ou 30 ans. Alors, puisque déjà on y est, il a parlé de sortie des crises et est-ce que toutes les propositions pour une sortie des crises durables vaut la peine? Oui, il faut qu'on sorte de cette crise, Monsieur Jean-David, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Ça fait quand même plus de 30 ans que les pays n'avancent pas suite à des problèmes sécuritaires. Beaucoup disent que ça a commencé dans les années 90, mais déjà dans les années 70, on se rappelle qu'il y avait déjà des problèmes de velléité sécuritaire. Moi, la paix est nécessaire pour l'évolution et le développement. Ça, c'est un principe. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, quand j'écoute toute proposition de sortie de crise, il y a un élément majeur que tout le monde oublie, c'est qu'on vient de passer 30 ans, si je reviens dans les années 90, ou 25 ans ou 28 ans, sans qu'on ait formé l'élite. L'élite? Oui. Et ceux qui sont là, qui sont-ils? Non, ils ne sont pas formés. Ceux qui sont là sont des gens qui ont été formés par la génération d'avant, c'est-à-dire la génération des années 70, et qui sont rentrés en politique par le pacte républicain des Sun City. Mais 30 ans après, on a vu que ce pacte-là n'a pas été exécuté correctement et c'est un échec. Parce que la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est un retour en arrière des années 97-98. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, je me mets à la place d'un Délice Essanga ou d'un Jean-Pierre Bemba qui se trouve en 2002 dans les négociations pour la paix. Aujourd'hui, il est un acteur majeur dans une crise qui ressemble trait pour trait à celle qu'il a vu entrer en politique. Donc pendant 30 ans, c'est un échec. C'est un échec pourquoi? Parce que le cahier de charge de Sun City, c'était une feuille de route convenable. Toutes les propositions qui ont été faites étaient convenables parce que l'objectif, c'était de mettre en place un État et les institutions qui fonctionnent. Mais on avait oublié un élément qu'on est en train d'oublier encore aujourd'hui, c'est que l'État et les institutions fonctionnent avec la qualité des hommes et des femmes qui les animent. Et on a fait 30 ans sans avoir formé l'élite. Il n'y a pas de classe dirigeante aujourd'hui qui va succéder à celle qui est en train de passer et qui sera compétente. C'est ça ma plus grande peur. Et ça suscite un pessimisme en moi qui me fait croire que je pourrais revenir ici 20-30 ans plus tard avec vous dans une conversation télévisée, on aura les mêmes problèmes.
Le même... Le même problème. Parce que quand vous regardez ce que nous vivons aujourd'hui, vous regardez ce qu'on a vécu dans les années 90, vous regardez ce qu'on a vécu dans les années 60, il n'y a pas de changement. C'est la même crise, avec les mêmes indicateurs. Défaillance économique, des 60 à 65, on a eu les mêmes problèmes. Défaillance sécuritaire, et puis un retour militaire au pouvoir. Dans les années 90 jusqu'à 97, on a eu les mêmes problèmes. On n'avait plus de monnaie. Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait des zones qui n'utilisaient même plus la monnaie nationale. On a eu un problème, une crise politique, dédoublement des institutions et compagnie. Ensuite, on a eu une crise sécuritaire qui a conduit à l'avènement de 97. Aujourd'hui, on est dans le même problème. On a un problème de dévaluation du franc congolais. On a un problème, on a une crise politique qui a commencé depuis la rupture de l'accord FCC-Cash. On a une crise sécuritaire. Et vous connaissez les issues. Soit on va avoir un retour militaire au pouvoir, soit on va aller à un dialogue, donc à un format Sun City 2. Et moi, je pense aujourd'hui que l'ancien président de la République est dans un format des discussions nationales qui pourront peut-être faire objet d'un Sun City 2. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a un élément majeur qu'on est en train d'oublier, c'est que si on n'a pas la qualité d'homme qui doit suivre les propositions politiques et les feuilles de route politiques, Monsieur Jean-David, je suis désolé de vous dire qu'on n'avancera pas. Parce que la République démocratique du Congo, depuis toujours, n'avance pas en raison de la qualité des hommes et des femmes qui sont à la tête des institutions. Alors, c'est quoi la solution? La solution, elle est militaire ou elle est dialogue? À mon avis, aucune des deux. Alors, c'est quoi la solution? Aucune des deux. Je ne sais pas ce que ça peut être la solution en ce moment, mais en fait, on a vécu pendant 65 ans à proposer des solutions à demi-mesure. La vraie solution aujourd'hui, c'est que nous passons 20 ans ou 15 ans à former l'élite. Il faut construire une école de la République dans laquelle va sortir une élite politique apte à mettre en place le fonctionnement correct de l'État. Parce que le problème, il est à ce niveau-là. Si on va au dialogue, en effet, on aura une feuille de route, la calmie sera là, on va taire les armes, on va faire tout ce qu'on va faire. Mais, Monsieur Jean-David, dites-moi, vous êtes journaliste, vous recevez des politiques tous les jours. Qui voyez-vous d'ici 20 ans, 15 ans, à la tête des institutions et faire fonctionner l'État? Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu la relève, il n'y a pas eu la préparation de la relève. Il nous faut, moi je pense... Donc il n'y a pas de solution. Non, la solution c'est l'école de la République. L'école L'école de la République. Je ne sais pas comment ça va se faire, s'il faut faire un break, s'il faut faire une donc, pause pendant 20 ans. Il faut refonder l'État. Oui, il faut refonder l'État. La refondation. La refondation de l'État. Mais la refondation de l'État, au-delà des questions de réflexion institutionnelle, il faut d'abord réfléchir sur la qualité des animateurs. C'est ça le vrai problème. Parce que les solutions, en termes d'accalmie, elles sont là. On peut aller... le dialogue de Doha peut produire une accalmie. La proposition des évêques peut produire une accalmie. Ça peut produire des accalmies. Mais le problème, c'est que après le calme, après qu'on ait fait taire les armes, qu'est-ce qui va suivre? C'est la gestion quotidienne. Et c'est là où ça pose problème. Parce que revenons en 2003. Quand l'État s'éclate en 98, on va en 2003. Mais qu'est-ce qu'on trouve comme solution en 2003? On fait taire les armes. Ensuite, on va construire un État. Mais qu'est-ce qui nous conduit aujourd'hui à la crise qui ressemble beaucoup à 98? C'est l'incapacité que nous avons eue en tant que société à gérer quotidiennement l'État. Nous y sommes où nous sommes aujourd'hui à cause des frustrations, à cause de la mauvaise gestion. Vous rassemblez tout ça. Et c'est la question de la qualité d'homme. Et moi, je suis en train de vous dire qu'on a passé, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas formé l'élite dirigeante. Je ne parle pas que de l'élite politique. L'université est en défaillance. Les partis politiques, n'en parlons pas. Les multipartismes a été, franchement, la plus grande échec générationnel en politique, parce que les partis n'ont pas produit des gens capables de réfléchir et de projeter la nation. Ça produit essentiellement des courtisans de pouvoir et des chantres politiques. Ce qui fait qu'on va laisser le pays, d'ici quelques années,
Alors, qui doit refonder? Qui doit refonder? Nous. Parce que pour le moment, il n'y a pas d'élite. Oui, il n'y a pas d'élite. Alors, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent former des élites. Oui. Et les formateurs des élites doivent aussi être des élites. Effectivement. Alors, où sont-ils? De manière assez isolée, on peut en trouver. Le Congo se trouve dans une posture où se trouvait un peu la France dans les années 40. Moi, je pense personnellement qu'il nous faut un homme provident. C'est-à-dire quelqu'un à la trempe de général de Gaulle, par exemple, ou quelqu'un à la trempe de Poutine dans les années 2000, qui arrive et qui dit, bon, on stoppe. La solution, c'est l'État. C'est le fonctionnement de l'État. Comment on fait? On se donne 20 ans. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On va investir dans l'éducation. Vous comprenez? On forme les enfants dès le bas âge. On investit dans l'université. On investit dans les partis politiques. C'est les deux leviers les plus importants pour la formation de l'élite qui peut diriger les institutions. Tant que vous avez une université qui faillit, et vous avez un parti politique qui ne sait pas former les cadres, on fera tout ce qu'on veut, mais on donnera la responsabilité de la conduite des institutions aux gens qui pensent que l'État doit servir les intérêts personnels. C'est ça notre problématique. Je vais vous raconter une petite anecdote, vous savez. Quand on a eu l'alternance, à l'époque, je travaillais pour une télévision de la place, où je faisais des petits éditos. J'ai créé un éditorial où je pose la question de ce qui va arriver après l'alternance. Et j'arrive à deux conclusions. J'ai dit, soit le Congo va connaître les miracles de l'émergence, ça veut dire ça sera une occasion pour nous, franchement, d'éclore et d'émerger, soit le Congo va connaître son destin les plus récidiviste. Ça veut dire on va être plongé dans une crise. Pourquoi je disais ça? Parce qu'il se passe depuis 60 ans que nous connaissons les mêmes crises, généralement autour de quelques éléments. Le premier élément, c'est que dès que le monde, les enjeux mondiaux changent, le Congo subit quelque chose. Dans les années 60, on a subi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc la crise entre les libéralismes et le socialisme. On arrive à 65 avec Mobutu. Dans les années 90, on subit en fait la démocratisation de l'Afrique. Et ça nous produit encore une crise avec Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, on est en train de subir le monde multilatéral. Et ça nous produit une crise sécuritaire avec Corneille Nangaa. Et moi, je disais à l'époque que à chaque fois que le monde change, il y a un besoin de passer d'une république à une autre. Et ça se passe toujours sur le fond des crises. Le Congo, c'est un pays de coups d'État, en fait. Et nous avons eu 3 moments dans l'histoire. Et généralement, c'est 30-35 ans après qui font que nous connaissons des crises. Et j'avais déjà compris que l'UDPS étant la dernière classe politique qui n'avait pas encore géré, la dernière classe des années 90, qui sont venus par la conférence nationale souveraine ou par Sun City, fermait un peu la porte de l'ère démocratique. Et que nous devrions passer à une autre république. Et moi, j'avais compris, comme en regardant l'histoire, que nous allons soit plonger dans une crise, soit alors on aura un miracle, on réussira cette transition cette fois-là de manière assez brillante et ça sera notre émergence. Chose qu'on n'a pas pu faire et aujourd'hui on est tombé dans une crise qui est existentielle. Le problème, c'est que la génération qui va entrer en politique va venir dans la gestion de la crise, elle va être dans l'instant et personne ne saura projeter le Congo 20 ans, 30 ans plus tard. Et quand vous regardez les débats politiques aujourd'hui, tout le monde est dans l'instant. Tout le monde est dans qu'est-ce qui va arriver tout de suite. Mais personne ne se pose à un moment donné pour se dire si on trouve la paix demain, les institutions vont être gérées par qui? Par nous autres, les enfants des années 90, qui avons étudié dans des universités des corruptions, qui fréquentons les partis politiques des autorités morales. Ça ne va pas marcher. Vous comprenez? Donc moi, je plaide pour un homme providentiel. Il faut qu'à un moment donné... Un homme providentiel? Oui. Mais là, ça serait aussi un recul. Vous savez, un homme providentiel, vos démocraties, vos libertés d'opinion, de presse, seront mises un peu de côté. Et il voudra d'abord imposer sa pensée, ça sera pensée unique. Et là, au lieu d'avancer, ça sera un recul. C'est ce que nous sommes en train de vivre en Afrique de l'Est. Vous voyez le Burkina Faso, le Mali. C'est le système là du coup d'État qui
J'ai pas envie de faire une critique de la démocratie, mais ça fait disons, depuis quoi? Bon, disons depuis 2005 qu'on est vraiment un État démocratique. Qu'est-ce que ça a produit? Parce que chaque 5 ans, on a une crise de légitimité due au fait que les élections sont contestées. Chaque 5 ans. Et on passe à côté d'une guerre civile. Chaque 5 ans. Chaque mandature, chaque régime, on a des problèmes d'ordre, on a des crises politiques dues en fait à la composition démocratique. Soit on n'arrive pas à avoir la majorité, on va débaucher, on va faire ceci, on va faire cela. Je ne fais pas la critique de la démocratie parce que ça marche ailleurs, je suis d'accord. Mais la démocratie... Ce n'est pas un fait une soi Non, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Comme quelqu'un le disait, la définition la plus célèbre, c'est par le peuple, pour le peuple et du peuple. Et du peuple. Si vous prenez le mot peuple, vous remplacez ça par un adjectif qualificatif, vous avez les types de démocratie. Ça veut dire que le pouvoir d'un peuple, par le peuple pour le peuple, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, quand vous prenez le peuple, vous mettez idiot, le pouvoir devient idiot. C'est le pouvoir du Congolais. Comment? C'est le pouvoir du Congolais par les Congolais pour les Congolais. Oui, mais mettez maintenant, remplacez Congolais par un adjectif qualificatif. Je donne un exemple, je ne dis pas que les Congolais sont idiots, j'ai dit, vous mettez par exemple à la place du peuple, vous mettez idiot. Le pouvoir devient idiot. Vous mettez à la place du peuple, vous mettez intelligent. Le pouvoir devient intelligent. Vous comprenez que la démocratie ne sait pas marcher si vous ne définissez pas le peuple duquel il vient, pour qui elle est là et par qui elle doit fonctionner. Le problème, c'est le peuple. Et nous, on a passé 60 ans sans être un peuple. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a été, on ne l'a pas formé, ce peuple. Ce qui fait qu'on a une démocratie, en vrai, qui devient problématique pour nous. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quand vous regardez les types de nations que nous sommes ce qu'on appelle un État plurination. Ça veut dire que la démocratie libérale, comme faite à l'Europe, ça veut dire une personne, une voix, ne correspond pas forcément à la réalité sociale, sociopolitique qui est la nôtre. Pourquoi? Parce que nous sommes des États communautaires et ethniques. Il faut faire un peu d'ethnocentricité pour savoir gérer en Afrique. Quand vous donnez la voix à une personne, à un individu, alors que le vote, il est communautaire, quelquefois ethnique, ça veut dire que les ethnies les plus nombreuses seront au pouvoir éternellement au gré des frustrations des autres. Donc notre démocratie doit être aussi adaptée à nos réalités. Mais là encore, on va très loin dans la critique de la démocratie. Aujourd'hui, les problèmes, c'est juste qu'il faut d'abord qualifier le peuple. Et quand vous regardez l'histoire de toutes les nations du monde, la formation de l'élite, la formation du peuple, la construction de la nation, ça ne se passe pas forcément dans les libertés que prévoit la grande édition de Bédrine Kenge. Et à 19h, 18h, 19h, la grande édition de Christopher Ochokum. Portez-vous très bien, à très bientôt.